Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde, le participatif au cœur. Mediapart, c'est un journal bien sûr, mais c'est également un lieu de débat où les abonnés peuvent librement commenter les articles et écrire des billets de blog. Aujourd'hui, trois personnes qui animent le participatif à Mediapart vont répondre à toutes vos questions en direct. Livia Garrigue et Guillaume Chaudet-Foglia pour le club, bonjour. 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 Cécile Denis pour les réseaux sociaux, bonjour Cécile. Bonjour. Et je serai amenée à répondre aux questions concernant les commentaires sur le site. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer en quoi consiste votre travail? Peut-être on peut commencer par le club. Oui. Alors, oui, donc pour ma part, je suis co-responsable du club. Donc, on est trois à s'occuper de l'éditorialisation des contenus du club. Et Sabrina Cassa, qui n'est pas sur ce plateau, mais qui l'anime depuis 2015, le club. Guillaume, ici présent. Et moi. Donc, pour vraiment repartir au fondement, qu'est-ce que c'est qu'un journal participatif? Ça signifie en fait que pour accéder aux articles du journal, il faut évidemment être abonné. Donc, c'est un journal payant où il faut être abonné. Mais une fois qu'on est abonné, on dispose automatiquement d'un blog, donc d'un espace de publication personnel qu'on peut activer à tout moment et qui est hébergé sur Mediapart. Donc le club, c'est un espace de libre expression où la modération se fait a posteriori. Ça veut dire que le contenu engage la responsabilité de chaque auteur. On modère les contenus grâce à un système d'alerte après leur publication. Donc ça, c'est une spécificité assez importante quand même de cet espace participatif. L'intuition, en fait, si je repars en 2008, l'intuition des fondateurs du journal et principalement d'Edoui Plenel, c'était que la crise de la presse de la presse papier, j'entends, était à la fois technologique avec la révolution Internet, économique, politique, c'est-à-dire démocratique, mais aussi symbolique, et qui s'était agi de prendre acte du fait que les journalistes ne sont plus dans une tour d'ivoire, ils étaient un peu tombés de leur piédestal, ils n'ont plus le monopole de l'opinion. Donc, il y a l'idée que les journalistes sont désormais face à un public qui est actif, qui est réactif aussi, que les lecteurs sont partie prenante de la fabrication de l'information et sont plus un public passif. Donc, on a coutume de dire que Mediapart marche sur deux pieds. D'ailleurs, Mediapart, ça veut dire média participatif. Et le journal et le club ont été créés spontanément, simultanément. Voilà. Donc, quelques chiffres pour donner une petite idée d'abord de ce que ça représente. On a cette année 200 000 abonnés, avec un énorme boom pendant le premier confinement, qui est aussi un boom des contributions, mais on y reviendra sûrement. Il y a en moyenne 130 à 150 billets qui sont publiés chaque jour. Parfois, il y a des pics à 200 billets par jour, parfois c'est plutôt 100 en plein été. Voilà. Et on en sélectionne et on en valorise entre 20 et 30 par jour sur les différentes unes du site. Donc, il y a la page principale du site avec la colonne de droite, la colonne bleue que vous voyez quand vous êtes sur le site de Mediapart, et une page qui est un peu moins connue, qui est la page du club où on fait une sélection thématique tous les jours. Voilà. On essaye de faire des choix les plus diversifiés possibles. Et il y a entre 150 et 250 nouveaux contributeurs chaque mois, ce qui est quand même le signe que ça se renouvelle perpétuellement. Voilà pour les chiffres. Et enfin, pour conclure un petit peu sur ce que c'est que le club, c'est avant tout une énorme richesse éditoriale. On a tous les jours des textes de chercheuses et de chercheurs qui nous éclairent sur l'actualité, des tribunes, parfois des tribunes importantes sur des sujets de société, des témoignages sur énormément de choses, mais notamment sur toutes les formes d'oppression, donc le racisme, le sexisme, mais aussi sur la précarité. On a des textes de collectifs, d'organisations, on a pas mal d'ONG qui ont leur blog chez nous. On a des récits de militants de terrain qui sont importants pour voir ce qui se passe en fait dans le réel. Donc, par exemple, sur les questions de lutte écologique ou d'aide aux réfugiés, aux exilés. Il y a aussi de la culture, des choses qui sont effectivement plus décalées par rapport à l'actualité, du théâtre, de la musique, et puis toute forme d'expression qui sont pas forcément textuelles, comme des dessins. Il y a aussi des poèmes. Voilà. Donc le lieu, en fait, le club, c'est un peu l'endroit où la société civile s'exprime.
et où on a l'apparition d'une parole qui est brute, qui n'est pas filtrée, même si parfois on travaille avec les gens pour les accompagner dans l'écriture. Et voilà, il y a des témoignages de personnes qu'on entend assez peu dans le paysage médiatique et dans la répartition habituelle de la parole dans le paysage médiatique. En tout cas, on fait le choix de les mettre en avant le plus possible en ayant une attention particulière envers les contributions des femmes et des minorités. Mais ça, j'imagine qu'on en reparlera sûrement parce qu'il y a souvent des gens qui nous demandent voilà, comment on compose cette une et quels sont les critères de sélection pour être à la une qui sont multiples. Voilà. Merci Lilia. Cécile, si tu veux présenter ton travail. Oui, bien sûr. Alors donc moi je suis donc aux réseaux sociaux et en tout on est 4 personnes à s'en occuper. Donc les réseaux sociaux chez nous c'est Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et peut-être Mastodon pour 2021 pardon, qui sait. Enfin en tout cas ce serait cohérent avec notre ligne. La base de notre travail c'est de diffuser les contenus du journal sur les réseaux. On a Armelle Baudet qui s'occupe des émissions du journal, c'est-à-dire les émissions du studio qui sont publiées le vendredi et le dimanche, et les émissions à l'air libre que vous avez en accès libre du lundi au jeudi. Et pour le reste du journal, nous sommes 3 avec Gaëtan Lefeuvre et tout récemment Muriel Campistol-Torres qui nous a rejoints. Donc au quotidien, ça veut dire que on diffuse les contenus du journal sur les réseaux, donc les articles, les documentaires, les portfolios, des vidéos, mais aussi les billets de blog, donc. Et on les met en valeur grâce à tout un attirail d'outils. Ça va de la publication sur Facebook ou sur les réseaux à la création d'une vidéo, d'une story, ce genre de choses. Et on a divers projets, évidemment, pour mettre tout ça en place. Pour les billets de blog, nous diffusons les contenus sélectionnés par les journalistes sur nos réseaux, donc voilà, les journalistes du club que nous avons avec nous aujourd'hui. Et nous avons par exemple un compte Twitter qui est dédié, c'est @mediapartblog pour ceux que ça intéresse. Et tous les vendredis, on prépare un format pour nos réseaux, par exemple, qui s'appelle Les Inratables aussi. On fait une sélection pour les réseaux sociaux spécifiquement, des billets de blog qui ont beaucoup marqué ou qui ont été largement diffusés depuis le week-end précédent. Au quotidien aussi, ça veut dire qu'on va chercher les mentions sur les pages Facebook, sur Twitter. On va retweeter les gens qui parlent des billets sur les réseaux. On publie aussi les dessins que nos abonnés publient sur leur blog, beaucoup sur Instagram. Donc j'imagine que vous connaissez Fred Sochard, il est assez populaire sur Instagram. On met aussi d'autres portfolios et des vidéos. Voilà, donc ça c'est ce que vous pouvez retrouver généralement. Sur les projets qu'on a mis en place et qui permettent de mettre en valeur aussi le participatif et qui font partie intégrante de ce projet-là, c'est par exemple les appels à témoignages. Donc on a mis en place une nouvelle pratique, disons, de ces appels et qui implique les différents services du journal. Donc on a notamment le service abonné à Poitiers qui reçoit plein de mails tous les jours avec Damien Gauvin et Marianne Roux. Les journalistes concernés partie rédaction et les journalistes du club, évidemment, et nous, aux réseaux sociaux. Et donc, on cherche, c'est ce qu'expliquait Livia tout à l'heure, c'est à donner la parole à des gens qui ne la prennent pas forcément habituellement, qui ont des choses à raconter. Et donc, dans les témoignages qu'on va trouver, certains vont pouvoir ensuite être transformés en billets de blog. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi, nous, aux réseaux sociaux. On essaye d'être un peu en vigie, on fait une veille sur ces témoignages qu'on pourrait trouver. Sur les réseaux sociaux directement, et dernièrement on en a trouvé quand même plusieurs via Instagram, via Twitter notamment, par rapport aux violences policières. Donc du coup on est allé contacter ces gens-là en étant coordonnés avec les journalistes du club, et on leur a demandé s'ils acceptaient de publier leur contenu sur le blog, et comme ça voilà, on a pu les publier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a sur notre travail, c'est aussi la modération des commentaires sur les réseaux sociaux. Donc pas comme ce que font Anna et Tariq. Donc c'est vraiment sur les réseaux sociaux et pas sur le site. Mais on discute souvent ensemble parce que on a des problématiques communes pour répondre aux gens, et même si c'est pas les mêmes publics. Donc voilà, on s'interroge là-dessus, et c'est assez particulier de faire la modération nous-mêmes parce que la plupart des autres journaux externalisent ce service.
Donc, c'est des sociétés extérieures qui gèrent les commentaires, alors que nous, on le fait nous-mêmes. Voilà. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, peut-être le petit dernier point, c'est on fait assez attention quand même à comment sont diffusés les billets de blog en dehors de nos réseaux à nous. Et on fait notamment une veille sur est-ce que les gens ont bien compris que c'était un billet de blog ou un article, parce que c'est des problèmes qu'on a assez régulièrement. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Cécile. Pour ma part, je m'occupe de la modération des commentaires côté site avec Tariq Safraoui. C'est une modération 100% humaine, sans algorithme, sans sous-traitant, une modération a posteriori. C'est un choix qui est unique en France, comme l'expliquait Cécile, puisque les autres médias sous-traitent et font une modération a priori pour aussi ne pas prendre de risques dans ce qui va être publié. Mais c'est un choix qu'on est fier de porter. On pense que c'est vraiment la meilleure façon de gérer les espaces participatifs au plus juste et au cas par cas. Notre journée type, on lit les commentaires côté journal et côté club, sachant qu'en ce moment, il y en a à peu près 16 000 par mois. On essaye de lire tout ce qu'on peut, autant que faire se peut. On traite les alertes envoyées par les lecteurs. Et après, bon, des fois, on dépublie certains commentaires, mais c'est un choix qu'on fait à chaque fois ensemble. On se concerte beaucoup et qu'on essaye d'expliquer aux abonnés. Il y a toujours un mail qui est envoyé et qui explique pourquoi le commentaire a été dépublié. L'idée, c'est de faire de la pédagogie et d'enfermer personne dans une case, parce qu'on peut tous faire des fois une erreur, poster un commentaire à une tendance un peu raciste ou homophobe, etc. Et ça ne fait pas de nous quelqu'un de raciste ou homophobe. Donc, on a vraiment à cœur de faire ce travail de pédagogie. Dans cette optique, on a lancé les débats de la modération, donc des billets de blog thématiques selon l'actualité. Pour l'instant, on en a deux en ligne, un sur je ne suis pas homophobe, mais donc sur les insultes homophobes et oppressives qu'on peut tous des fois dire sans forcément penser à mal, mais voilà, on explique en quoi c'est problématique. Et un autre billet, je ne suis pas complotiste, mais et voilà, dans la même optique, bien sûr qu'on est tous des fois sensibles à des discours qui peuvent avoir l'air du vrai, mais qui n'en ont pas la chanson. Et on explique en quoi ça peut être dangereux de les repartager. On a également en projet la refonte de la charte de participation, une refonte qu'on a voulu participative avec différents billets pour consulter les abonnés sur les sujets qui avaient émergé d'un questionnaire envoyé à plusieurs abonnés sur la charte, qu'est-ce qu'ils pensaient de la modération, qu'est-ce qu'ils pensaient de la charte de participation. Et tous les mois, vous pouvez retrouver la Gazette de la modération, une sélection des commentaires qu'on a lus au fil de notre travail et qu'on a pu trouver remarquables parce qu'ils sont intéressants, drôles, parce que ce sont des témoignages selon les sujets d'actualité qui ont occupé le journal tout le mois que l'on traite. Donc voilà pour la modération. Je vous propose qu'on passe aux questions des abonnés. Alors, c'est parti. Pouvez-vous développer un peu les critères sur la mise en valeur des billets dans le club? Merci, c'est une question de Nicolas, donc Livia ou Guillaume, si vous voulez y répondre. Les critères, ils sont multiples et ils sont différents selon le type de contenu qui sont présentés. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la même attention sur un texte d'opinion que sur un témoignage. Sur un témoignage, le critère, ça va être l'authenticité, les détails, ce genre de choses. C'est des aspects sur lesquels on va être très important, qui vont être très importants pour nous. Sur les textes d'opinion, on va vraiment s'attarder sur le fait que ça soit des textes qui soient étayés, qui soient qui est du contradictoire, qui soit référencé. Donc, quand on construit notre une chaque jour, c'est un petit peu différent. On essaye à la fois de couvrir l'actualité, mais aussi de couvrir ces angles morts qui sont pas forcément dans les journaux. On est donc attentif aussi aux personnes qui publient. On a des chroniqueurs réguliers, donc on essaye aussi de les valoriser de manière régulière. On est attentif aux personnes qui publient des premiers billets, de les valoriser de la même façon. Donc, c'est multicritères et on essaye de valoriser le maximum qu'on peut. On aimerait bien pouvoir en valoriser plus parfois, mais on essaye vraiment de trouver des équilibres qui prennent en compte à la fois la forme, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en une des portfolios, des dessins, des témoignages, des textes d'opinion et les profils des personnes, et aussi en tenant en compte et les faits d'actu et les angles morts ou les
les textes qui seraient beaucoup moins vus, qui n'intéresseraient pas de prime abord. On a une vigilance à essayer de les valoriser aussi. Voilà, je ne sais pas si Livia, tu veux compléter. Oui, bah, juste pour, dans la continuité de ce que je disais à la fin de la petite présentation du club, on a aussi une attention portée sur les personnes qui spontanément sont moins visibles dans l'espace médiatique et qui, voilà, grâce au club, ont une tribune, un endroit pour dire soit leur opinion, soit raconter enfin, faire des récits à partir de leur propre expérience. Donc, voilà, effectivement, on a moins de femmes, par exemple, qui vont spontanément s'exprimer sur des sujets qui ne sont pas forcément liés à leur quotidien ou voilà. Pour ce qui est des billets d'opinion qui sont sur des sujets qui ne touchent pas en fait à la condition de femme, donc que ce soit violence sexuelle ou charge mentale ou des choses comme ça, effectivement, on a moins de femmes, donc effectivement, on va faire attention à ce qu'on n'ait pas une colonne remplie de billets uniquement écrits par des hommes. Et après, ça vaut en fait pour toutes les manières dont certaines populations sont minorées. Donc, ça peut être en termes de capital économique, capital culturel, etc. Effectivement, on va faire attention si on a un témoignage rare d'une personne précaire qui parle de la précarité. Évidemment, on va faire gaffe à ce qu'il soit valorisé parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on lit partout tout le temps. De même, les questions de racisme ou d'oppression, on va faire attention à les mettre en valeur. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on a un regard perpétuellement biaisé sur ces questions-là. Ça veut juste dire qu'on fait gaffe à un équilibre entre les personnes qui ont plus spontanément l'accès à la parole et ceux qui l'ont moins. Voilà. Voilà, c'est tout. Et on est aussi attentif, par exemple, je complète, sur le fait d'avoir des opinions contradictoires, c'est-à-dire d'avoir une personne qui a un avis dans un sens, et si on a la possibilité de mettre un autre billet qui a un avis dans un autre sens, on est attentif à ça aussi. Merci. J'ai une autre question pour vous de Karim. On voit de temps en temps passer les billets signés, les invités de Mediapart, mais qui sont ces invités ? Alors ça, les invités de Mediapart, alors c'est peut-être amené à changer de nom, mais ce sont tout simplement les tribunes collectives. C'est-à-dire que ce sont, pour le coup, ce sont des billets que nous sélectionnons. Ce sont des tribunes que nous recevons, donc soit par les réseaux qu'on a les uns et les autres, soit par, enfin en tout cas qu'on reçoit grâce par exemple aux organisations qui mènent des luttes comme Attac ou autres. Et donc les invités de Mediapart, ça peut être vraiment toutes sortes de personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection liée aux personnes, ce sera plutôt en termes de texte qu'on va choisir. Donc voilà, ça peut être donc il y a beaucoup de tribunes effectivement sur les questions sociales, mais ça peut être sur les questions de racisme, sur les questions de féminisme, sur les questions de lutte pour l'égalité en tout genre, mais aussi des tribunes sur des questions internationales. Voilà, il y a énormément de sujets différents. Mais donc les invités, c'est tout simplement l'espace où on publie nos tribunes collectives, alors qu'on va privilégier plutôt les blogs individuels pour les sollicitations qu'on reçoit de tel ou tel chercheur ou de telle ou telle personnalité. Alors, exceptionnellement, de temps en temps, quand c'est un texte qui nous vient de l'étranger ou que c'est un peu compliqué, voilà, on va le mettre dans les invités, mais c'est quand même assez rare. L'idée, c'est de s'en tenir à ça, c'est les billets, les tribunes collectives. Voilà. Ok. Merci. Là, j'ai une question qui peut vous intéresser au club comme aux réseaux sociaux. On voit parfois des billets problématiques circuler sur les réseaux sociaux et estampillés Mediapart. Cela donne une mauvaise image de Mediapart. Que faites-vous pour éviter ça ? C'est pour moi, j'imagine. Si tu veux commencer. Alors, en tout cas, nous, ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, alors en fait, il y a deux billets différents, en tout cas, qu'on peut trouver. C'est-à-dire c'est des billets qui ont été sélectionnés d'abord par le club. Donc, ceux-là, c'est ceux qu'on nous aussi, on va diffuser. Sur les réseaux sociaux, on essaye de faire en sorte que ce soit marqué, que ce soit bien marqué que c'est le blog. C'est-à-dire que, par exemple, si vous regardez sur une publication sur Facebook, il va y avoir écrit au début de l'accroche, il va y avoir marqué blog.
On va mettre que c'est en accès libre, on va mettre bien en avant qui l'a écrit. Et donc voilà, l'idée c'est de pouvoir montrer dès le début que c'est un billet de blog qui n'est donc pas issu de la rédaction de Mediapart. C'est la même chose pour Twitter, pour Instagram, voilà. Donc on essaye vraiment de le déterminer à l'avance. Ensuite, quand on va se rendre compte dans les commentaires qu'il y a des personnes qui sont encore confuses, qui ne savent pas si c'est un blog ou un article, là on va leur répondre en commentaire, on va leur expliquer ce qu'est le club, ce qu'est un billet de blog, et que voilà, là ils sont en train de commenter un billet de blog. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les billets de blog qui n'ont pas forcément été sélectionnés par la rédaction, mais qui vont quand même beaucoup tourner sur les réseaux sociaux. On a des outils de veille pour ça qui nous permettent de voir quels sont les URL, les liens qui sont partagés par d'autres personnes sur des groupes Facebook, sur Twitter, voilà, tout ça. Et là, en général, nous, ce qu'on peut faire, c'est un travail de veille. Alors parfois, on va répondre à des gens en disant attention, vous dites que c'est un article de Mediapart, mais ce n'en est pas un. C'est un billet de blog et voilà, ça n'implique pas la rédaction. Et on va aussi en discuter assez rapidement avec les journalistes du club pour leur dire attention, il y a ce billet-là qui est en train de beaucoup tourner et c'est dangereux en fait quand c'est des billets avec de fausses informations, qu'ils peuvent être un peu complotistes ou voilà, qui sont un petit peu ambigus. Et donc là, il faut qu'on voit ensemble, est-ce que des fois ça mérite d'être dépublié ou des fois peut-être juste avoir une réponse à apporter sur les réseaux directement. Mais de notre côté, non, de notre côté, on juge en fait ce qu'on estime si un billet est problématique suite à une alerte qui peut venir soit du système d'alerte qu'on a en place, soit d'autres journalistes, soit des réseaux sociaux. On se base ensuite sur notre charte de participation et on regarde vraiment si le billet est contraire à notre charte de participation, s'il est diffamatoire, s'il diffuse de la fausse nouvelle ou pas. Et sur les fausses nouvelles, c'est pas toujours évident d'estimer. On n'est pas l'arbitre des élégances et on n'est pas là pour censurer des opinions. Donc on est vraiment toujours en recherche d'équilibre pour laisser les personnes s'exprimer, mais s'ils diffusent effectivement des fausses informations ou sont diffamatoires, on peut dépublier. Mais on est très précautionneux et on fait vraiment attention à laisser les personnes librement s'exprimer et à ne pas être dans une forme de censure parce que ça nuirait à l'image de Mediapart. On est vraiment dans une confiance vis-à-vis des contributeurs aussi. Ouais, et je veux bien ajouter une petite chose, c'est sur la question de la censure. Voilà, le principe fondateur du club, c'est vraiment la liberté d'expression. Nous, on a une charte qui, effectivement, permet de réguler quand ça devient incontrôlable, que les personnes sont ouvertement racistes, homophobes ou diffusent volontairement des fausses nouvelles. En revanche, effectivement, le principe de la liberté d'expression qui régit à peu près tout ce qu'on fait, c'est quand même faire gaffe à non seulement ne pas censurer inutilement, comme disait Guillaume, mais parfois, ça se retourne contre nous. C'est-à-dire qu'il y a aussi, parfois, phénomène d'effet stressant qui fait qu'un billet qui tourne un peu sur les réseaux sociaux, qui est vraiment bof, voilà, c'est la zone grise. Et ça, on est d'accord que ça nous met dans une situation d'intranquillité qui est pas forcément facile à gérer. Mais parfois, ça fait plus de mal de le dépublier que de le laisser publier parce que quand il reste publié, il passe sous les radars. Il y a quand même peu de gens qui vont le voir. Et ça va avoir une nocivité assez réduite. En revanche, si on le dépublie, il y a de fortes chances que la personne crie à la censure, en fait, sur les réseaux sociaux, republie le contenu. Ça nous est arrivé récemment avec une vidéo qui a fait des milliers et des milliers de vues sur Mediapart censure. Voilà, c'était vraiment des fake news, hein, mais et donc parfois, ça peut donner plus de visibilité à certaines fausses nouvelles ou à certaines thèses complotistes de dépublier que de laisser publier. Donc, c'est le paradoxe très compliqué auquel on fait face régulièrement. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de peser le pour et le contre, d'hésiter. Donc, parfois, ça peut prendre 2 jours avant qu'on prenne une décision définitive sur un billet, parce qu'on veut aussi voir quel est son destin, s'il évolue de manière très problématique, ou s'il reste dans un cercle assez réduit et toujours en gardant cette idée que on a créé le club, Edoui Plenel a créé le club pour que les expressions diverses s'expriment. Voilà. Merci.
Une question sur la modération. Bonjour. Sociologiquement, peut-on savoir quels sont les profils qui participent aux commentaires principalement? Comment travaillez-vous pour inclure l'ensemble des milieux et classes sociales dans les contributions? Il y a tout intérêt et urgence, à mon avis, à élargir la palette des lecteurs citoyens pour amortir les chocs sociaux, démocratiques, environnementaux, éducatifs, actuels et futurs à venir. Merci pour vos réponses. Ok, donc il y a plusieurs questions dans la question. Déjà, comment on peut savoir quels sont les profils qui participent aux commentaires? On ne peut pas, parce qu'on ne demande pas, quand les personnes s'abonnent, on ne leur demande pas de nous préciser leur catégorie socio-professionnelle, leur sexe, leur âge, leur région. Voilà, c'est à la discrétion de chacun. Donc, certains abonnés ont peut-être envie de le dire, mais ça reste une minorité. Après, bien sûr, on a un ressenti en lisant tous les commentaires, parce qu'à force, on connaît les abonnés parce qu'ils parlent de leur vie, ils parlent de leur métier, ils parlent de ce qu'ils font, de leur âge. Bon, on a une idée un peu au jugé, mais il y a pas de chiffres là-dessus. Mais on a conscience dans tous les cas qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas les bienvenues dans les commentaires. On s'en est rendu compte lors d'un questionnaire qu'on a envoyé l'année dernière à des abonnés. Donc là-dessus, il y avait des personnes qui disaient qu'elles étaient intimidées parce qu'elles trouvaient que les échanges étaient trop violents ou qu'elles avaient l'impression que les abonnés se connaissaient tous et que c'était une petite communauté fermée qui n'accepterait pas de nouvelles personnes. Il y avait des personnes dyslexiques qui nous ont exprimé leur peur de se faire moquer pour les commentaires parce qu'on a une communauté qui est exigeante. Les commentaires sont souvent longs, construits et une faute d'orthographe, ça ne pardonne pas. Donc, on a conscience, en effet, que pour l'instant, les espaces, ils gagneraient à être plus inclusifs. On a fait un sujet de consultation sur la charte sur, justement, l'inclusion. On a décidé de mettre des règles dans ce sens dans la nouvelle charte. On a récupéré, en fait, des idées, de super idées d'abonnés, notamment une sur l'orthographe. Un commentaire qui dit juste retourne passer le bac parce que il y a des fautes d'orthographe, à quoi ça sert? Il y a rien sur le fond, juste sur la forme. On sait tous que l'orthographe c'est un marqueur aussi social, donc ça n'aura plus sa place dans les commentaires, ça l'a déjà plus vraiment. Mais la nouveauté, on voudrait mettre en place un comité de relecture pour les personnes qui se sentent un peu qui ne sont pas sûres d'elles et qui veulent quand même faire attention à l'orthographe, de nous envoyer leurs commentaires pour qu'on puisse les relire. Ça, c'était une idée d'un abonné qu'on a trouvé géniale. Plus de surprises après à venir parce qu'on est toujours en train de trier toutes les idées qu'on a reçues. Mais voilà pour l'inclusion dans les commentaires. Ensuite, une question pour le club. Pouvez-vous développer un peu les critères pour la mise en valeur des billets dans le club? Merci. Alors, donc on a déjà un petit peu répondu au début à cette question. Mais voilà, je dirais que le mot principal, c'est diversité et équilibre. Donc voilà, parfois on a énormément de sollicitations qui sont parfois un peu pressantes, voilà, parce que la visibilité que la une permet fait parfois un peu d'envieux. Donc voilà, j'en profite pour dire qu'on fait notre mieux pour trouver un équilibre chaque jour entre différents types de contributions et de thématiques et de formes d'expression, comme disait Guillaume. J'en profite justement pour revenir sur ce que je disais sur la question des femmes, mais ça rejoint aussi ce que tu disais à l'instant. Notre collègue Sabrina Cassa a fait 2 années de suite une espèce de veille en fait sur une semaine donnée sur le nombre de billets mis à la une qui étaient écrits par des femmes. Et la bonne nouvelle entre guillemets entre le premier et le deuxième, donc entre 2018 et 2019, il me semble que c'est ça, c'est que le pourcentage de billets était plus élevé. Alors après, voilà, ça reste sur des sujets qui les concernent au premier chef. Et sociologiquement, les femmes ont moins de temps libre. C'est des faits, en fait, sur la question de la gestion du foyer, lié au... on rajoute, en fait, au travail des femmes, etc. Voilà, les femmes ont moins de temps libre et moins spontanément se sentent moins légitimées spontanément à prendre la parole. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Voilà, c'est pour ça qu'on est un peu volontariste. Voilà, je vous renvoie donc à ces 2 billets qui sont hyper intéressants pour voir comment ça évolue et ce qu'on fait, nous, au quotidien pour essayer de faire attention à ça. Et il y a encore quelques jours,
on s'en rendait compte de nouveau. On avait une colonne très, très, très masculine. Et donc, on essayait de trouver des diagnostics. Et voilà, il ne s'agit pas d'aller chercher des billets de derrière les fagots qui sont mauvais ou quoi. Il s'agit juste de faire très attention à ça au quotidien, parce qu'on peut aussi avoir des biais, évidemment, sur les minorités. Voilà, je pense qu'on a répondu à la question des critères. Mais c'est la qualité et la diversité. La qualité, c'est est-ce que quand on le lit, est-ce qu'on a pris plaisir, est-ce qu'on a appris quelque chose, est-ce qu'on voilà. Et après, il faut voir que les billets nous arrivent par différents canaux du matin au soir. Soit les billets qui arrivent via le formulaire de contact du service abonné, on reçoit énormément de billets de texte par ce biais-là. On reçoit des textes via les journalistes. On reçoit des textes via les réseaux sociaux, comme le disait Cécile. Donc, il y a plus tous les billets qui sont publiés quotidiennement par les abonnés qui savent que le club existe, qu'ils ont un blog, voilà, donc ça fait une quantité entre 150 et 200 billets par jour. Et dans ces 150-200 billets par jour, il y a, ce qui régit le choix de la mise en une, hormis tous les critères d'équilibre et tout ce dont vient de parler Livia, c'est la qualité. C'est-à-dire on cherche à valoriser les meilleurs textes qu'on reçoit et qui nous plaisent à nous. Alors c'est forcément très subjectif. Quand c'est Sabrina ou quand c'est Livia ou quand c'est moi qui faisons la une, on n'a pas forcément les mêmes choix. On n'est pas forcément, on en discute, on n'est pas forcément toujours en accord, mais ce qui préside à ça, c'est vraiment la qualité et la manière dont on reçoit le texte au moment où on le lit. Et un dernier ajout, je suis désolée, qui est important, c'est qu'il n'y a personne qu'on va mettre d'office systématiquement à la une. Voilà, on a effectivement des contributeurs habitués. On a parfois des grands noms, des intellectuels importants, mais en fait, voilà, on va toujours lire du début à la fin le texte et juger si ça va à la une ou pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas, il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de, voilà, ça ne veut pas dire qu'ensuite on ne va pas faire attention à remercier en leur donnant aussi de la visibilité à des gens qui travaillent, qui nous fournissent des choses passionnantes, parfois plusieurs fois par semaine, parfois de manière régulière alors qu'ils sont débordés par ailleurs. Voilà, effectivement, on va toujours faire attention aussi à l'effort qui est fourni. Et ensuite, juste pour compléter ce que disait Guillaume sur tout ce qu'on reçoit, voilà, il y a aussi un énorme travail de coulisses qui n'est pas forcément visible quand on voit après les billets sur la colonne. Et qui consiste à accompagner les gens. C'est-à-dire qu'on reçoit, donc là j'en profite pour souligner le travail du service abonné qui est basé à Poitiers, qui reçoit voilà, des dizaines et des centaines de propositions éditoriales par jour et qui fait une sélection au mieux et nous les transmet. Donc il y a un premier regard sur ce qu'on reçoit qui nous, par les personnes qui sont au service abonné. Et ensuite, nous, parfois, on va devoir accompagner les personnes. Donc, première chose, c'est pas forcément des abonnés. Donc, on va les parrainer. On va leur donner donc un mois gratuit. Et ça, c'est important de savoir que tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que si vous avez des gens dans votre entourage qui sont pas abonnés à Mediapart, mais qui ont des choses à dire, vous pouvez leur offrir un mois gratuit et leur permettre de créer leur blog sur Mediapart. Même si c'est pour une seule fois, un seul texte, c'est toujours intéressant. Et donc, on va les parrainer et ensuite les accompagner. Alors, il y en a pour qui c'est naturel, qui ont l'habitude avec l'écriture, évidemment. Mais ensuite, pour revenir sur le critère de la qualité, en fait, la qualité dont parlait Guillaume, effectivement, c'est le principal critère, mais aussi, parfois, elle n'est pas tout de suite visible. Il y a des gens qui nous envoient voilà, des choses un peu fouillis, un peu en bazar et avec... parfois beaucoup de fautes d'orthographe parce que les gens n'ont pas forcément l'habitude, ils passent pas leur vie à écrire, ils n'ont pas forcément les outils de base. Voilà. Et donc, nous, notre travail, ça va être de repérer aussi le potentiel de tel ou tel témoignage et de les aider à ce que ça donne un texte ensuite qui a une forme finie et qui puisse ensuite être publié sur un billet de blog, dans un billet de blog et faire l'objet d'une publication, ce qui souvent nous apporte en fait une satisfaction, un bonheur, autant à la personne d'avoir mis des mots sur sa réalité qu'à nous. Voilà. Merci.
Et le dernier critère, juste, c'est que ça soit un contenu original. Parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui publient des choses qui sont des agrégats de contenu publiés par ailleurs. Et ça, c'est des contenus qu'on ne mettra pas en une de fait, parce que ce n'est pas des textes originaux. Ouais. Merci pour cette précision. J'ai une question pour Cécile de Timothée qui est en master journalisme à Gennevilliers. Bonjour, est-ce que les journalistes participent à la publication de leur article sur le site? Donc c'est plutôt la deuxième partie pour toi. Vous concertez-vous avec eux sur la manière de promouvoir ces articles sur les réseaux sociaux? Alors, ça dépend des articles. Alors souvent, on va essayer de pas mal se concerter quand on a des enquêtes qui vont parfois être compliquées, qui ont mis beaucoup de temps à être travaillées. Enfin voilà, les journalistes ont enquêté pendant pas mal de temps. Il y a parfois des contenus un peu spécifiques liés à cet article. Et là, oui, là, il faut qu'on l'accompagne, qu'on ait un accompagnement, en tout cas particulier pour cette enquête-là, pour cet article-là. Et donc là, on va discuter avec les journalistes et on va voir eux ce qu'ils veulent tout mettre de plus percutant en premier, etc. On va pouvoir mettre en avant certains éléments que n'auraient pas les gens s'ils ne sont pas abonnés. Parce que parfois, souvent, les gens qui sont sur les réseaux sociaux ne lisent pas en fait les articles parce qu'ils sont pas abonnés ou parce qu'ils n'ont pas le temps pour plein de raisons. Et donc, du coup, on essaye de mettre ça en forme pour qu'on essaye de faire comprendre aux gens tout de suite pourquoi est-ce que cet article est important, même si tous nos articles sont importants. Voilà. Et après, alors on va aussi discuter ensemble parfois il va y avoir des sujets qui peuvent amener des discussions sur les réseaux sociaux qui peuvent être un peu sensibles. Je pense à la dernière enquête de Marine Turki et Patricia Neves sur la pédocriminalité au sein d'une école maternelle de Paris. Là, voilà, on pouvait s'attendre à du contenu sensible. Alors des fois, c'est des témoignages, mais des fois, c'est des gens qui vont avoir des propos absolument impossibles à garder sur Internet. Ça peut être l'identité de la personne mise en cause qui pourrait être diffusée alors que nous ne voulons pas qu'elle soit diffusée. Et donc ça, c'est un problème que vous avez eu aussi à la modération sur le site, d'ailleurs, surtout. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va essayer de travailler ensemble, de vérifier à quelle heure va être mis en ligne l'article. Enfin voilà, pas mal de petits ajustements techniques, en plus de la création de formats particuliers pour certains articles. Voilà. Merci Cécile. J'ai une question pour la modération de Bonjour le club, sympa de vous voir en live. Merci. Concrètement, sur quels critères retirez-vous un commentaire jugé contraire à la charte? Sur le critère de la charte, hein, la question, elle est vite répondue. À la fois sur la charte et la loi. En règle générale, on a peu de doutes parce qu'on retire principalement des injures et des invectives, des attaques ad hominem. Donc ça, on se pose pas la question très longtemps. On retire toutes les insultes classiques et les plus inventives parce que des fois, on voit passer des expressions fleuries. Et on en apprend tous les jours. Mais voilà, peu importe comment c'est tourné, quand il y a une insulte, ça reste pas sur le site. Et après, quand on a des doutes, parce que bien sûr, ça arrive des fois des commentaires, soit un peu sur la ligne, où vraiment on se demande, est-ce que là, c'est vraiment contraire à la charte? Est-ce que c'est moi qui l'interprète? On parle de commentaires écrits, donc on n'a pas forcément l'intention de la personne. Des fois, l'ironie, ça ne transparaît pas du tout. Donc, quand on a des doutes, on se consulte, Tariq et moi, bien sûr, et on consulte également nos collègues, soit des réseaux sociaux, parce qu'ils sont amenés à faire la modération de leur espace, soit du club, puisqu'ils font aussi la modération des billets. On essaye d'accorder nos violons pour avoir une modération assez cohérente. Voilà, mais c'est un travail collectif et toujours au cas par cas. On ne va pas dépublier sans même lire. On lit le commentaire, on lit le contexte dans lequel le commentaire est posté. Parce que quand il y a une insulte, en règle générale, il y a 10 commentaires derrière qui répondent à l'insulte avec une autre insulte. Donc on peut pas se permettre de faire je lis le commentaire, s'il y a une alerte, mettons je lis le commentaire, je le dépublie et puis c'est tout. On est obligé de vraiment voir dans le fil de commentaire le contexte dans lequel vivait le commentaire hors charte. Alors, une question pour le club, toujours de Bonjour le club, sympa de vous voir en live. Entre 150 et 200 billets quotidiens, vous lisez tout en partie, au hasard. Comment vous choisissez vos lectures?
Guillaume? Ça dépend des journées. Ça dépend des journées. Il y a des journées où les sollicitations extérieures font qu'on ne peut pas forcément lire tout ce qui est publié. Il y a des journées qui sont plus faibles en intensité, donc on a le temps de quasiment tout lire ou presque. Comment on choisit ce qu'on va lire? Déjà, c'est comme pour la modération, on connaît aussi les personnes qui contribuent, qui publient, donc on va essayer de toutes les lire. Ça se fait vraiment au gré des journées qui sont chaque jour très très différentes. Voilà, il y a des journées où on a vraiment le temps de quasiment tout lire, et il y a des journées où les sollicitations extérieures sont telles qu'on a très peu le temps de lire ce qui est publié. Enfin, pas tout ce qui est publié, en tout cas, malheureusement. Et donc, c'est l'occasion pour préciser un peu notre organisation à trois. En fait, on se répartit par rôle, et donc on tourne. Donc, il y a une personne qui s'occupe de l'édition, qui donc lit. Dans l'absolu, on essaye de tout lire, mais comme disait Guillaume, voilà, c'est pas forcément possible. Qui lit les billets de blog et fait la sélection tout au long de la journée, voilà, pendant plusieurs jours d'affilée en général. Une autre personne qui va s'occuper plus des coulisses, donc de tout ce qu'on reçoit par mail, et c'est beaucoup de choses, et d'éditer les tribunes notamment. Et aussi de gérer les alertes sur billets, même si tout est fait collégialement, c'est-à-dire que dès qu'on a un doute, on discute tous les trois pour prendre une décision. Et la troisième personne, en général, soit elle est en récup, parce qu'on travaille aussi le week-end, donc il faut pouvoir se reposer de temps en temps, soit en train d'écrire l'hebdo du club, qui est notre chronique hebdomadaire, qui met en valeur les billets et les contributions en faisant soit une grande synthèse d'un débat qui a eu lieu dans la semaine, soit en fonction d'un thème d'actualité ou moins d'actualité, mais plus souvent d'actualité tout de même, soit c'est un portrait de contributeur, voilà, une mise en valeur avec une interview. Je vous renvoie à l'hebdo de Sabrina Cassa sur le jeune militant Émile Rabreau, ou celui juste avant sur Matchko Dragan. Voilà, donc ça c'est pour notre organisation. Donc, ça veut dire qu'il y a une seule personne qui lit tous les billets, ou presque, au cours d'une journée. Voilà. Oui. J'ai encore une question pour vous de Lucas. Le contenu d'un billet publié dans le club a-t-il déjà servi de base ou de source pour une enquête du journal? Oui. Alors, en fait, là, c'est déjà arrivé, au moins pour des enquêtes. Je sais que c'est déjà arrivé dans le passé, notamment, il me semble, sur une enquête sur Kering. Mais c'est pas forcément. Alors, ça arrive pas forcément tous les jours. Après, c'est l'occasion d'expliquer que voilà, il y a quand même des choses qui rejaillissent entre le club et le journal, qui s'influencent. Je pense que ça arrive assez souvent, et c'est le cas, que des billets de blog alertent sur un sujet qui ensuite donne lieu à un article. Donc ça, c'est des choses qui arrivent quand même assez souvent. Ensuite, inversement, nous, on a très souvent, enfin pas très souvent, mais ça arrive notamment sur les enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles, des témoignages qui, non pas sont issus de l'enquête, mais qui en tout cas sont des interlocuteurs d'une enquête, qui ensuite développent leur propre point de vue, leur propre manière de raconter les choses. Et donc là, c'est le sens inverse, c'est-à-dire le travail des journalistes trouve une suite dans le club et s'exprime ensuite dans le club. Donc c'est arrivé très très récemment avec l'enquête dont tu parlais, Anna, sur les violences sexistes et sexuelles. En l'occurrence, c'était de la pédocriminalité, donc c'était l'enquête de Marine Turki. Là, on a eu un témoignage d'une parent de deux élèves qui auraient été abusés dans cette histoire-là. Et donc, qu'est-ce que ça apporte en plus? Ça apporte tout simplement une couleur humaine en fait à ce récit-là, parce que c'est la personne qui raconte avec ses propres mots. Et donc, même si c'est déjà présent dans l'enquête, ça va être filtré, construit avec le travail d'enquête, la mise en relation avec d'autres témoignages, le contradictoire, etc. Dans le club, ça prend la forme d'un témoignage. Voilà. Et ça arrive assez souvent, qu'il y ait des ponts comme ça entre le journal et le club. Et au-delà des contributions... Pardon.
Je dis juste un tout petit truc. C'est au-delà des contributions de billets qui alimentent le travail des journalistes, faut encore saluer le travail du service abonné. C'est une véritable mine d'or et qui envoie des mines d'informations à tous les pôles du journaliste, pas que le pôle enquête, mais le pôle social, le pôle éducation. Et voilà, ça alimente énormément toutes les informations qui transitent par le service abonné, alimentent énormément le travail des journalistes. Et côté réseaux sociaux, justement, avec les appels à témoignages, c'est ce qu'on essaye de récupérer. Souvent, là pour l'instant, c'est plutôt les journalistes qui avaient une idée, une intuition d'un sujet, et du coup, ils nous ont proposé de faire des appels à témoignages. Et donc, ces appels à témoignages permettent d'aller chercher les gens là où ils sont pour qu'ils racontent leur histoire. Et donc, parfois, c'est juste une idée, mais parfois, c'est des choses que nous, on peut voir aussi sur les réseaux directement, comme des fois, on peut demander aux gens donc, de venir témoigner directement dans le club. On peut avoir des personnes qui vont avoir des choses intéressantes à raconter aussi pour des enquêtes des journalistes. Et donc, l'idée, c'est que, voilà, on va les chercher là où ils sont aussi. Donc, sur les réseaux, c'est là où ils pensent à s'exprimer en général sans forcément contacter le journal, quoi. Merci. On arrive bientôt à la fin, mais on en reçoit encore pas mal de questions. Là, j'en ai une de Yanis. Bonjour, je ne suis pas du tout en école de journalisme, mais j'ai publié un billet de blog chez vous. Je voudrais en faire mon métier, mais publier des billets de blog me rend mal à l'aise parce que je ne suis pas légitime. Est-ce que vous avez des conseils? Mais oui, il faut pas être timide. Voilà. Non, il faut y aller. Il faut y aller. En plus, c'est un super endroit pour s'entraîner. Je sais pas quel âge a Yanis, mais moi, avant de travailler ici, j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai fait des stages et des CDD. Et en parallèle, voilà, j'ai publié quelques billets. Et en fait, c'est une super manière de s'entraîner. Après, c'est des choses différentes, en fait. Le club, c'est un endroit où on va s'exprimer très souvent en son nom. Le journalisme, ça demande des compétences qui vont être différentes, etc. Après, si Yanis, je sais pas si Yanis veut devenir journaliste ou si c'est juste une question de se sentir légitime ou non, mais alors tout le monde est légitime. Tout le monde est légitime. Il faut savoir qu'il y a une messagerie privée qui nous permet sur le site qui permet de nous contacter directement. Donc, si on a une question, si on n'est pas à l'aise, si on a peur d'avoir fait des fautes, etc., nous, on est aussi là pour aider si les personnes ont des doutes. Mais il faut y aller. Enfin, et aussi, je pense à tous les gens qui sont abonnés à Mediapart, qui ont un blog, mais qui ne savent même pas, en fait, qu'ils ont un blog et qui ne savent même pas qu'ils peuvent à tout moment cliquer sur « Publier ». Et voilà, tout le monde a des trucs à raconter. Et donc, c'est l'occasion de le rappeler. Oui, merci. Ne soyez pas timide. Une question qui nous concerne tous. Est-ce que vous faites du fact-checking? Comment ne pas participer à la diffusion de fausses informations? Alors, de fait, quand on dépublie côté site un commentaire parce qu'il contient des fausses nouvelles, on cherche systématiquement est-ce qu'il contient des fausses nouvelles? Et on envoie un lien, si possible, à une de nos enquêtes pour démontrer, voilà, ce que vous exprimez dans votre commentaire se base sur une fausse nouvelle, mais voici l'enquête qui va vous expliquer l'information, l'affaire, comment elle s'est passée, etc. S'il n'y a pas de lien chez nous, on va chercher sur un autre média d'information. Mais oui, on ne dépublie jamais gratuitement. Nous-mêmes, on n'a pas la science infuse, hein, donc à chaque fois, on doute, on se renseigne, on demande conseil aux journalistes quand on a une question qui n'est pas encore répondue dans nos colonnes. Voilà, pour la modération. Si vous voulez aussi compléter. Au-delà de ce qui est dépubliable ou pas, nous, tout ce qu'on valorise en une, tout ce qu'on met en une, et on fait un gros travail de vérification des faits, de ce qu'il y a dedans quand on édite, soit un pourcentage, une donnée, une référence, on vérifie, c'est la base de notre travail. En fait, on passe notre journée à vérifier ce que publient les abonnés et s'assurer que ce qu'on va valoriser en une se fonde sur un fait avéré. Oui. Cécile, si tu voulais compléter pour les réseaux sociaux, le fact-checking. Nous, alors c'est un peu pareil sur la modération. Là, je pense tout de suite à la modération des commentaires. C'est pareil. Alors, on a évidemment des sites. On sait que ce sont des sites internet qui vont diffuser beaucoup de fausses informations. Ça se voit souvent assez rapidement, mais parfois un petit peu moins. Donc, on vérifie vraiment quand on ne connaît pas les sites.
On vérifie vraiment qui a écrit, quels sont les autres articles publiés, est-ce qu'il y a des par qui sont financés, ce genre de choses. Voilà, on vérifie tout ça. Et même sur les sites qui sont beaucoup plus connus, on va quand même vérifier les informations. Parfois, c'est des anciens articles qui sont publiés depuis qui ont été qui ont été démentis. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup liées aux commentaires sur Facebook notamment, où les gens mettent des liens d'informations qui ne sont pas forcément vraies. Et effectivement, c'est comme pour le reste, on vérifie aussi ça, on ne dépublie pas tout n'importe comment. Les gens ont le droit de partager leurs informations, ça, il n'y a pas de souci. Mais on ne veut pas permettre, en tout cas, que nos réseaux sociaux soient une plateforme pour la diffusion de ces fausses informations, alors que nous, derrière, au journal, on a des gens qui enquêtent, qui vérifient leurs informations, qui ont des contenus, qui ont beaucoup de valeur. Et c'est la même chose pour le club, en fait. Donc, c'est dommage de se laisser dépasser par ça. Et en ce moment, il se trouve que nos réseaux sociaux augmentent beaucoup en nombre d'abonnés, etc. Donc, forcément, ça amène aussi des trolls, des gens mal intentionnés, etc. Donc, nous, on essaye de gérer ça. Et après, l'autre partie du travail, c'est donc ce dont je parlais tout à l'heure, du travail de veille. On regarde ce qui se passe sur les réseaux et des fois, comment les gens parlent de Mediapart, quels sont des billets de blog parfois qui normalement sont un peu dans les limbes mais qui sont quand même diffusés. Et pour ça, on a encore une fois un travail de coordination entre nous tous, quoi. Donc, on fait ce qu'on peut, tout en respectant la liberté d'expression. Voilà. Merci. Je vous pose une dernière question rapidement parce qu'il nous reste 5 minutes. Bonjour. Revenez-vous parfois sur votre décision de publier un article du club au point de devoir le supprimer rétroactivement? Ça dépend ce qu'on entend par publier, puisqu'en fait, les billets sont publiés spontanément. Donc, on ne prend pas nous-mêmes la décision de publier des billets du club, sauf pour les tribunes dont je parlais tout à l'heure, donc les invités de Mediapart. Et ça, non, c'est un choix qu'on fait quand on publie une tribune. On la laisse en ligne. Après, oui, ça peut arriver qu'on ait sur des sujets un peu délicats, qu'on ait des alertes. Dans ce cas-là, on met un droit de réponse quand la personne qui, par exemple, est mise en cause dans une tribune veut s'exprimer. Mais il n'y a pas de mouvement où nous, on publie un billet et ensuite on le dépublie. Les billets sont publiés spontanément, et ça, c'est vraiment, c'est-à-dire par les gens eux-mêmes, on ne filtre rien. Ça, c'est vraiment la spécificité du club. Plus personne ne fait ça en France. Si on oublie le fait que, par ailleurs, les médias ont supprimé leur blog, c'est-à-dire qu'on est aussi les seuls, en fait, à avoir une plateforme de blog ouverte aux abonnés, sans modération préalable. Donc, quand on dépublie un billet, c'est qu'on a eu une alerte sur billet et qu'elle a été ensuite vérifiée par nous, c'est-à-dire qu'on a jugé que ça contrevenait à la charte de participation. Voilà. Guillaume, est-ce que tu voulais compléter? Ou sinon, je me dis qu'on a 3 minutes, on peut encore peut-être faire une dernière question pour le club. La distinction entre les articles du journal et du club n'est pas toujours très claire. Est-ce volontaire ou avez-vous des projets pour améliorer la mise en visibilité de la claire distinction et éviter notamment des polémiques sur les réseaux sociaux liées à des articles du club qui sont associés à la rédaction? Voilà, c'est une question de Nathalie. Donc ça, c'est un projet effectivement qui est en cours. Il y a une refonte globale du site et donc on s'est rendu compte qu'il y a eu tout un travail qui a été mené par Maria Free à travers des enquêtes, des entretiens avec des abonnés, des non-abonnés. Et donc on s'est rendu compte déjà d'une part que les billets de blog étaient beaucoup plus lus par des non-abonnés que par des abonnés, à 80%, si je dis pas de bêtises, sur les derniers mois. Et du coup, il y a une réflexion effectivement en cours pour essayer de non seulement améliorer le confort de lecture, la redirection quand quelqu'un vient lire un billet de blog, qu'il ait envie d'aller en lire d'autres ou d'aller lire des articles du journal. Et il y a un travail effectivement de clarification qui va être mené par l'équipe technique pour essayer que les gens qui arrivent de l'extérieur sur un billet de blog comprennent qu'ils sont bien sur un billet de blog et non pas sur un article de la rédaction. Ça, c'est un aspect important pour nous aussi. Et pour le journal, et aussi pour les contributeurs, parce que pour les contributeurs, c'est bien que ça soit clair que c'est leur production à eux aussi.
Donc il y a tout un travail qui est en cours. Sans spoiler, il va y avoir un billet de blog là, qui va être publié là, prochainement, qui explique un petit peu la démarche et le travail d'enquête qui a été fait auprès des abonnés et des non-abonnés. Voilà. Et j'ajoute une petite donnée qui d'ailleurs sera disponible dans ce billet de blog dont Guillaume parle. Il y a 84% des lecteurs des billets de blog qui sont pas abonnés. Donc ça veut dire que c'est une masse énorme de gens qui ne sont pas abonnés à Mediapart et qui tombent sur un billet de blog, donc soit par les réseaux sociaux, soit par d'autres canaux, soit par Google, voilà, parce qu'on est assez bien référencé. Voilà. Donc ça fait un enjeu énorme dans cette différenciation, ça revient très souvent sur le tapis. Et dernière chose, on a des injonctions contradictoires, et donc ce que Maria Free essaye de faire, c'est de les faire de faire attention à ces deux injonctions, à la fois la différenciation et à la fois ne pas se désolidariser complètement de tous ces gens qui nous fournissent des choses mais passionnantes. C'est-à-dire que dans une journée type, on va avoir plusieurs textes soit passionnants, soit très forts, soit qui nous apportent une information ou un point de vue complètement inédit qui est passé sous le radar dans les médias, etc. C'est une richesse infinie. Donc, il s'agit quand même de faire attention à ne pas se désolidariser de toute cette richesse-là. Merci Livia, ça sera la conclusion de notre rencontre. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci Cécile, Guillaume, Livia. Restez en ligne pour de rien. Restez en ligne pour la prochaine table ronde. La France face au Covid, c'est maintenant.